Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup et on est deux. Tu es surtout pour sagloire.com. Voilà, surtout pour sagloire.com. On l'a pas oublié ça. J'ai eu peur d'avoir eu une amnésie moi. Oui, ça va très bien. Et toi ? Ouais, nickel. La rentrée se passe bien. Ouais, écoute, ça va très bien. Enfin, non, on n'est plus trop à la rentrée maintenant. On est quand même. On est début octobre, ça va. Ouais. On va dire qu'on surfe encore sur l'énergie de la rentrée. Non, on n'est pas début octobre, on est le 21 septembre. On est fin septembre. Ouais, on est le 21. En théorie. Ah ouais, je m'emmêle les pinceaux. On lag un petit peu, ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est ça. Mais parce que je suis un peu dans le futur. Ouais. Raph, est-ce que tu as réussi à lire les livres que tu avais dit là cet été ? Écoute, oui. Oui. Excellent. Oui, j'ai lu, ouais. Il y a le gros là sur le calvinisme que j'ai pas encore fini. Ouais. Mais sinon, les autres, c'est lu. Okay. Et j'ai même lu d'autres trucs J'ai lu du coup celui dont tu m'avais parlé, là, Digital Minimalism. Ah, alors ? Qui est effectivement excellent. Ah, génial, hein. Ah, franchement, il est brillant, hein, ce petit Ouais, Cal Newport, là, c'est vraiment de la balle. Newport, ouais, il est très fort. Il existe en français maintenant. Tu l'as lu en anglais ou en français ? Je l'ai lu en français. Ah d'accord, ouais, ça va, c'est bien traduit, c'est pas trop... Alors pour être même jusqu'au bout, en fait je l'ai pas lu du tout en français, je l'ai écouté en français. J'avais un truc avec en audiobook, ouais. Et alors je déconseille d'écouter des essais ou des choses comme ça en audiobook parce qu'on peut pas... tu veux dire la non-fiction Voilà, de pas pouvoir passer du stabilo sur des passages où tu dis ça c'est excellent et je veux pas l'oublier, c'est très frustrant. Ah, j'imagine. C'est ce qui me pousse à, pour l'instant, pas trop écouter les audiobooks parce que... Mais par contre, je pense pour des livres genre... Ou même, tu vois, Le Seigneur des Anneaux, des trucs comme ça doit être bien en audiobook. C'est ça, t'es en voiture ou, tu vois, en mode podcast sur des trucs où t'as pas besoin de des choses qui te sont là. En fait, pour de la distraction, tu vois, du loisir, c'est bien. Ouais. Pour de la culture, c'est pas bien. Là, j'écoutais... Cet été-là, j'ai regardé pas mal de trucs de Douglas Wilson, parce que j'ai lu là son livre Future Man, dont j'avais déjà parlé. Après, j'ai lu un autre livre qu'il a sorti en 2020 qui s'appelle Productivity, parce que tu sais, moi, je lis toujours des livres de productivité pendant les vacances, de leadership. C'est ça. Et Productivity, ouais. C'est la productivité sur les duplos. Comment construire plus de duplos en moins de temps. Ça vient de plow, c'est cultiver, ou alors c'est un jeu de mots avec le fait de marcher lentement. Enfin, c'est un peu les deux, je pense. D'accord. Et déjà le titre, si tu l'as pas, parce que tu as le contenu. Le contenu est vraiment bien. Ouais. Ce gars, il est fort. Il est vraiment fort. Et puis là, tu vois, je regardais un truc, je mettrai en lien aussi. Une discussion entre Piper et lui. Il avait invité à... Tu sais, ils font des conférences là, avec l'église Bethlehem. Mm-hmm. Et il avait invité, et les deux discutent de leur influence et de leur vision du monde et de leur mission statement et des trucs comme ça. C'est vraiment super intéressant. Et le gars, il dit... C'est un gros malade, hein, ce mec. Et lui, par exemple, il écoute... des livres audio dans sa voiture, sauf qu'il habite une toute petite ville, donc tous ses déplacements ils font genre 3 minutes. Et il écoute les livres genre par 3 minutes. L'angoisse. Ça je pourrais pas moi. Et il dit mais voilà, je sais que d'ici Noël j'aurais fini Guerre épée, tu vois, parce que je l'aurais mis à chaque fois que je rentre dans la voiture. Donc je pense pour des... Mais est-ce qu'il aura retenu cool. Guerre épée? Non, mais je pense le mec, voilà, tu sais, ça fait partie des mecs qui ont des cerveaux qui sont pas comme nous. Oui, c'est ça. C'est le gars, il est pasteur, il a écrit plus de 100 bouquins, il a fondé une école chrétienne, il a un podcast, il a fait des... Enfin, bref. C'est ce genre de gars-là. Ouais. Moi, on m'a beaucoup conseillé ces derniers temps The One Thing de Gary Keller. Tu connais ? Ouais, je l'ai lu. Si t'as lu Essentialism
de Greg McKeown. L'essentialisme en français. Ouais. Tu vas pas apprendre grand-chose. Si tu l'as pas lu, c'est bien. D'accord. Mais je préfère essentialisme à The One Thing. D'accord. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Bien. Intéressant. J'en ai lu un autre aussi en productivité qui s'appelle Everyday Matters. C'est de Brandon Cow qui est ou Cowie, je sais pas comment on dit, qui est prof de Nouveau Testament, je crois. C'est pas Corneille ça, Everyday Matters, qui dit alors Corneille. Vis chaque jour comme le dernier. Non, c'est pas ça. C'est assez Memento Mori, Corneille. Ah oui. En plus, je crois qu'il a connu Mori depuis, de pas loin, hein, le gars. Oui, c'est un livre anglais sur la productivité. Vas-y. Tu m'amènes sur des sensibles. Oui, je pars. J'ai pas envie d'emprunter. Oui, vas-y. Et franchement, il est super. Si t'as pas trop lu de livres sur la productivité, il est pas ultra pratique comme Faire plus mieux. Il est pas ultra long comme What's Best Next de Matt Perman, qui est quand même un gros volume. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Ouais, bref, on fera peut-être... Alors, tu peux nous redire le titre pour que les auditeurs et moi on le note? Il s'appelle Everyday Matters. Chaque jour compte. C'est celui sur l'essentialisme? Non, pas du tout. Celui sur l'essentialisme s'appelle Essentialism. Et lui, il n'est pas chrétien. Le gars même, je crois qu'il est mormon. D'accord. Mais c'est une approche pas du tout chrétienne. L'autre, c'est une approche chrétienne. Everyday Matters. Okay. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. Merci Mathieu. Mais je t'en prie. Merci Mathieu. C'est un plaisir pour moi. Ouais. J'aime puiser à ta source. Alors, aujourd'hui, on devait parler de Matrix. Oui, mais comme il y a une faille dans la matrice, justement. Exactement. En fait, on n'en parle pas. Mais on va se le garder. Pas encore. Oui, en fait, ça sera notre... la semaine prochaine, on a de la joie parce qu'on se retrouve en live. Yes. Lundi prochain, vous avez toutes les infos. C'est à 20h en live. Vous avez toutes les infos sur le site, en description de l'article. On a notre webinaire sur la vie intentionnelle, en gros. Le titre, à l'heure où on enregistre, n'est peut-être pas encore tout à fait celui-là, on verra. Mais en tout cas, le webinaire est là. On sera concis, dans la joie. Ça sera super sympa de faire ça ensemble. On se réjouit de vous retrouver. On aura des temps de questions-réponses. Voilà, Matt a un petit défi de rasage de moustache en live et tout, il s'est posé des petits des petits défis comme ça, on va bien se marrer. Non, enfin bref, on se retrouve, on a vraiment de la joie pour ça, et je pense que le dimanche suivant, le lundi suivant, pardon, on se fera un petit Matrix. On se le fera là, mais aujourd'hui on va parler d'un autre sujet. Ouais, mais avant ça, Raph, on fait en mode radio, avant ça, deux petites annonces. Un truc que je t'ai pas dit d'ailleurs, mais je l'annonce. Okay. Vous pouvez nous envoyer des mails et des questions à notre nouvelle adresse mementomori@toutpoursagloire.com. Pourquoi on ouvre ça? Eh ben pour pouvoir recevoir vos avis, vos questions, vos encouragements, vos lettres de fans, tout ça. Donc mementomori@toutpoursagloire.com, et c'est sur cette adresse aussi, deuxième annonce, que vous pouvez déposer vos candidatures. Pourquoi? Parce qu'on cherche quelqu'un qui va poster les épisodes, les monter et les poster. Jusque-là, c'était Quentin Pollinari, sauf que Quentin Pollinari, maintenant, il n'a plus le temps de niaiser. Voilà, faut le dire, il est en stage. Il vole de ses propres ailes, il a quitté le nid. Il a quitté le nid, il est en stage, il a formé, on lui a tout donné, on a investi en lui, et puis maintenant il part pour un grand club. Il quitte la Ligue 1 pour la Liga Espagnola. Ouais, le FC Brumat. non, mais voilà. Il nous quitte. Merci à Quentin, on en profite pour le remercier. Hein. Grave. Merci pour tout ce que tu as fait, ta patience à notre égard. Oui. Et donc, quelles sont les qualités que l'on recherche chez un monteur? Ah, c'est très bien. Savoir travailler dans l'urgence.
Alors, c'est être assez souple. Garder la bonne humeur en toutes circonstances. Pour travailler avec de guignols. Voilà, être très doué, être capable de travailler sans reconnaissance, sans amour ni encouragement. Non, ça va. Voilà. Et, non, il faut quand même maîtriser un minimum, c'est-à-dire maîtriser un minimum le montage audio. Et vidéo. Car peut-être on aura des annonces à vous faire. Voilà. mais en tout cas audio. De toute façon, la plupart des gens qui gèrent le montage audio gèrent aussi le montage vidéo. Oui. Pour l'instant, l'idée c'est de pouvoir monter les épisodes. Donc bien gérer le son. Et puis le poster, c'est-à-dire mettre l'épisode dans un article qu'on poste sur le site. Ça, c'est pas très difficile et on peut vous former. Par contre, il faut pouvoir gérer le montage audio en amont. Voilà, donc si tu aimes Memento Mori, si tu as en gros combien de temps ça prend par semaine de faire ça, on va dire en tout, si on est large, 5 minutes. Non, au début, je pense que ça peut prendre 2 heures. 2 heures, voilà. Et assez vite, quand on a le pli, ça peut prendre 1 heure. Voilà. Donc, écoutez, travaillez avec nous. Donc, en gros, 2 heures par semaine pour nous aider sur Memento Mori. On aurait beaucoup de joie à t'avoir dans l'équipe. Donc voilà. Si tu veux nous rejoindre, envoie-nous un mail tout de suite. mementomori@toutpoursagloire.com. Yes. Et donc aujourd'hui, nous restons dans le domaine quand même assez lié au numérique. C'est le sujet de la cancel culture. Yes. Donc on va discuter ensemble, Matt, de ce qu'est la cancel culture, ce que ça représente dans notre société. On va très vite l'illustrer, c'est lié aux réseaux sociaux essentiellement. Et puis les mécanismes qu'il y a derrière ça, en quoi ça reflète quelque chose qui est l'ordre du fait que nous sommes des créatures à l'image de Dieu, et qu'est-ce qu'il faut dénoncer dans cette culture du cancelling, de l'effacement, du boycott, du lynchage, peut-être on pourrait dire aussi sur les réseaux sociaux, et puis quelques pistes pour se comporter, nous, dans cette culture de l'annulation ou l'annihilation, et bien sûr en regardant vers la réalité ultime, celle de la vie éternelle, de la vie sous le regard de Dieu, en prenant la fin comme point de départ. Mais on va commencer peut-être par définir le sujet. Matt, de quoi on parle quand on parle de l'expression cancel culture? À quoi ça fait référence? Ouais, alors en plus c'est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas encore de terme équivalent en français. On n'a pas réussi à le traduire. On pourrait le traduire comme ça par culture de l'annulation. En fait, qu'est-ce que c'est la cancel culture? C'est une culture dans laquelle un nombre d'individus déclarent annuler un autre individu. Et donc, on va avoir un individu qui, parce qu'il a fait quelque chose ou dit quelque chose, va se voir annuler, on peut dire rayé, de l'espace médiatique par un certain nombre d'autres personnes. Donc, quand on fait ou dit quelque chose qui va à l'encontre des préférences culturelles actuelles, en tout cas d'un certain groupe. Oui, c'est ça. Et on pourra en parler justement. C'est intéressant. Qui c'est qui utilise la cancel culture? Eh ben, ces personnes-là décident d'annuler la personne qui a dit ou fait ces choses. Par exemple, Kanye West, il y a pas longtemps, l'an dernier, il a tenu, c'est pas les premiers ni les derniers à mon avis, mais des propos qui étaient limite, par exemple quand il a dit que l'esclavage était un choix. Oui, c'était assez lunaire ça. Oui, j'avais vu l'extrait, c'est assez... Et donc le gars s'est fait cancel. Ça veut dire que je donne un autre exemple puis après on va voir. Plus proche de nous, J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter entre autres. Voilà, elle
elle s'est moquée, elle a fait de l'ironie dans un tweet par rapport à, je crois que c'était un article qui disait... Sur les trans. Les personnes qui ont leurs règles. Et lui, il est là, oui, et puis elle était là. Les personnes qui ont leurs règles, comment ça s'appelle ? Ça s'appelle des gammes, des tam, des... Ah non, c'est des femmes. Et elle voulait tourner en dérision le fait qu'au lieu de dire personne qui a des règles, on peut dire des femmes. Ouais. Sauf que là, tu as toute la communauté LGBTQI+, je sais plus comment on dit maintenant, qui lui est tombée dessus parce que non, il n'y a pas que des femmes qui ont leurs règles. Bon, là, c'est un autre débat, tu vois. Là, on rentre dans des sphères qui nous dépassent un peu, ouais. Ça nous dépasse un petit peu. Et ce qui est intéressant, pas dans le sens où c'est bien, mais dans le sens où il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un shift, c'est que il y a des gens qui étudient ces mouvements sociaux et l'histoire aussi, qui disent que avec la cancel culture, on a l'émergence d'un nouveau pouvoir. Le fait de pouvoir boycotter quelqu'un, de pouvoir la stigmatiser, de pouvoir annuler son discours, de pouvoir la censurer, parce qu'on arrive à des censures. Avant, c'était l'élite qui pouvait faire ça. C'était ceux qui avaient le pouvoir. Maintenant, le pouvoir n'appartient plus à l'élite, il appartient à la masse. Et donc, c'est plus des experts, c'est plus l'élite qui est capable d'annuler le discours de quelqu'un, c'est la vindicte populaire. C'est le peuple lui-même. Et donc ça, c'est assez intéressant. Donc voilà, cancel culture, c'est ça. C'est le fait qu'à un moment donné, on annule quelqu'un en raison de ses prises de position qui vont à l'encontre de ce qui est considéré comme bien. Et c'est pour ça que certains d'ailleurs dénoncent ce qu'ils appellent la bien-pensance. Et souvent, ça devient très politique. Hein. Souvent, c'est la gauche et toutes les valeurs associées à la gauche, le progressisme, etc., qui va cancel des gens qui ne rentrent pas dans leur programme idéologique. Ouais. Alors, quand on parle d'annuler la personne, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tu me dis si je fais fausse route, mais en gros, alors donc ça se passe effectivement le réceptacle, enfin le théâtre de ce cancelling, ça va se passer sur les réseaux sociaux essentiellement. Oui, et principalement Twitter. Ouais, voilà. Où les gens vont donc sur Twitter. Donc typiquement, tu as une personne qui va dire quelque chose sur Twitter qui va choquer une communauté. Elle peut faire partie elle-même de cette communauté, ou en tout cas, par exemple, si on prend l'exemple de Twitter, dans la communauté Twitter, de tous ceux qui sont sur Twitter, il y a des gens qui vont être choqués, qui vont pas être d'accord avec ce qui va être dit, et donc du coup vont humilier, punir, moquer, faire des tweets encourageant à, imaginons que ce soit un artiste, à dire il faut plus acheter ses disques, il faut d'encourager à le boycotter, qui vont faire des montages vidéo, audio pour se moquer de lui, enfin voilà, ça va être un petit peu toutes ces choses-là. C'est pas juste qu'ils vont se désabonner de son compte. Oui, en fait, c'est entre les deux dans le sens où ça va être une dénonciation et une distanciation. Va pas forcément y avoir des mécanismes de moquerie, de montage, de machin et tout, mais simplement de dire cette personne, elle devrait plus exister dans l'espace médiatique, on ne devrait plus lui accorder aucun crédit. Et par exemple, pour J.K. Rowling, dire boycottons Harry Potter. Et donc ça, on va voir que c'est un des mécanismes de la cancel culture qui est la contagion de l'annulation, et aussi de dire c'est plus en fait la personne qu'on annule, c'est aussi tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle dit et tout son entourage. Et donc on arrête de l'écouter et on déclare que cette personne en fait n'est pas digne d'intérêt, pire, qu'on devrait la combattre parce qu'elle est nocive pour la société.
Et donc, c'est pas tant se moquer, la tourner en dérision, mais c'est en fait prononcer un verdict directement. Oui, c'est pas que de la moquerie, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du jugement moral en disant c'est un danger, ça ne devrait pas exister cette personne-là, quoi. Exactement. Et l'idée, c'est de la faire tomber. C'est vraiment ça l'image, en fait. C'est que souvent, ceux qui sont les réceptacles de la cancel culture, c'est des personnes d'influence et de pouvoir. Oui. Et donc, l'idée, c'est de casser leur influence et leur pouvoir, et donc de les voir tomber, quoi. Qu'il n'ait plus aucune influence, il n'y ait plus aucun pouvoir. Mais j'ai un exemple là dont j'avais entendu parler il n'y a pas longtemps, qui m'avait marqué. C'est une actrice américaine qui s'appelle Léa Michel, qui tourne dans la série Glee, qui est une comédie musicale en forme de série. Je te dis ça, j'ai jamais vu un seul épisode du truc. C'est ce que j'étais en train de me dire, ça m'étonne qu'il regarde ça. Ouais. Et en gros, elle a été accusée de racisme en fait, il y a alors je sais pas si c'est une ou plusieurs personnes, je me souviens plus, mais qui en gros on dit sur Twitter, je pense, qu'elle était raciste. Et donc elles l'ont accusée elles lui ont pas dit à elle qu'elle était raciste, mais elles ont dit publiquement sur Twitter qu'elle était raciste. Et en fait, il y a du coup eu une vague justement de lynchage médiatique sur elle, d'harcèlement avec menaces de mort, etc. Je ne sais pas du tout, sans justement, et du conséquence à ça, il y a eu, elle avait plein de contrats publicitaires divers et variés, et tout de suite, en fait, sans la moindre preuve ni rien, toutes les marques ont rompu leur contrat avec elle, etc. Et apparemment, elle a vécu vraiment un enfer. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas ? Ça, je sais pas. Mais ce que je trouve ça fou, c'est que sans le moindre fait, justement, sans la moindre preuve, c'est balancé sur Twitter. Et là, il y a un déchaînement. Et en quelques heures, en fait, toute sa carrière, toute sa vie a été complètement bouleversée. Et ça, ce que tu dis, donne une clé, je trouve, de comprendre ce qui se passe là derrière, donne une clé pour comprendre des fois le comportement notamment de certaines marques ou institutions, que ce soit par exemple des institutions politiques ou des marques publicitaires. Je pense à L'Oréal, quand il y a eu toute la vague avec Black Lives Matter, où en fait, quand des personnes ont commencé à dire voilà, le nom sur les marques de crème blanchissante ne va pas. Alors je crois qu'il y a un vrai problème là derrière, il y a un vrai truc de fond qui est sur l'acceptation de la couleur de peau, qui est un vrai truc. Et il y a peut-être quelque chose de foncièrement malsain dans ce que fait, dans ce qu'on produit en voulant blanchir la peau. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais parce qu'il y a eu en fait un ou deux tweets qui ont commencé à être sortis par des personnes avec une certaine notoriété en disant regardez, L'Oréal du coup est raciste. Par peur de ça, L'Oréal tout de suite a réagi en disant on annonce sur tous les produits, on enlèvera le mot blanchissant, etc. Enfin voilà. Et tu te dis mais toi quand tu es un peu extérieur à tout ça, tu te dis attends mais t'as aujourd'hui des géants, des institutions qui peuvent sembler extrêmement solides. Enfin, je veux dire, L'Oréal, ça pèse combien de milliards dans le monde. C'est une des grandes entreprises. Eux peuvent vaciller à cause de quelques tweets où ils sont interpellés publiquement, où tout le monde le voit. Et du coup, ça rejoint ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, le Vox Populi peut complètement faire tomber qui il veut, quoi. Ouais, et là, t'as vraiment peut-être le sujet principal de la cancel culture. Il y en a peut-être deux qui sont un peu les tropes préférés, les sujets préférés de ce qu'on appelle les SJW, les Social Justice Warriors, qui sont souvent militants pro-LGBTQ, je ne sais plus comment on dit, qui sont le racisme et la sexualité, donc tout ce qui et le genre. Ouais. Donc ça va être vraiment les... Et l'écologie. Je pense que c'est aussi un truc qui, de plus en plus. Ouais. Si, de plus en plus. En disant telle marque, regardez, elle n'est pas... et tout de suite, les marques réagissent, elles s'engagent de partout. Elles disent qu'elles s'engagent pour des transitions parce que sinon, elles se font allumer, quoi. C'est clair. Mais les
trucs principaux de la cancel culture, en tout cas, c'est vraiment le racisme et le genre. Et donc, c'est intéressant parce que justement, on peut basculer sur les mécanismes de la cancel culture. Ouais. Comment ça fonctionne? Alors, j'ai regardé une vidéo, c'est une personne transgenre. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt de le dire, mais c'est juste, je trouvais qu'elle avait une bonne approche justement de la question. Et après, alors j'ai pas tout regardé, hein. J'ai regardé que le début. Elle développe 6 points de mécanisme de la cancel culture. Je trouvais ça très intéressant. Je le dis juste parce que je les reprends. Et ensuite, elle-même a été victime de ça. Donc, je te passe les détails parce qu'on s'en fiche. Mais c'est juste pour dire aussi que cette personne qui est transgenre... Tu as oublié le féminisme, peut-être. Peut-être que tu l'associes au... Je le mets dans le genre, ouais. Dans le genre, ouais. Pardon, je le mets dans le genre. Mais oui, ouais. Et cette personne qui est transgenre a été victime de la cancel. Elle s'est fait annuler, on va dire, au sein de la communauté LGBT. Donc, c'est pour dire qu'en fait... oui, il y a une doxa. C'est vite arrivé. Si t'es dissident ou si tu dis quelque chose qui sort en gros de la pensée du groupe, tu te fais fumer, quoi. C'est ça. Et la première idée, c'est celle que tu as soulevée et qui est peut-être la plus importante, c'est la présomption de culpabilité. Ouais. Et voilà, le fait est que souvent une accusation est une preuve suffisante. Donc on va pas attendre qu'il y ait des preuves, on va pas attendre qu'il y ait une enquête, on va pas attendre de vérifier. T'es coupable presque par définition. Et souvent, dès que t'es soupçonné de quelque chose, t'es déjà coupable. Surtout dans ces questions-là. Ça rejoint un peu ce qu'on disait la dernière fois avec Darmanin. Et c'est un peu ça. En plus, c'est un peu différent parce que Darmanin, à l'époque où il y a eu ces accusations des féministes, il avait eu 3... alors, je sais pas si c'est des non-lieux qu'il avait eu ou alors il avait été déclaré non coupable, je sais plus ce que c'est. Non, je crois que c'était des non-lieux où la femme n'était pas venue, elle n'avait pas donné suite et puis voilà, enfin bref, ça traînait et même la personne qui accusait en gros ne portait pas le truc jusqu'au bout, quoi. Voilà, et il y avait une enquête qui était ouverte sur lui, je crois, au moment de ces accusations, parce que l'enquête avait été réouverte. Mais il y avait la culpabilité qui était directe associée. On l'avait dit, Darmanin il était associé de quoi, d'agression sexuelle. D'agression sexuelle ou de viol, ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, tu peux penser à... est un violeur. Ouais, et puis t'as des jurisprudences aussi, je pense, qui jouent un poids énorme dans ces situations-là. Je prends l'exemple politique, je pense à François Bayrou, quand Macron est élu, qui avait un poste au gouvernement, et qui tout de suite, en fait, il y avait une enquête qui était ouverte au sein du MoDem sur des emplois fictifs. Donc, à l'annonce d'une enquête ouverte, donc on est dans une enquête, il n'y a aucune conclusion encore, lui tout de suite je pense, été fortement invité à porter sa démission. Mais c'est justement, on c'est est dans intéressant. cette présomption de culpabilité où après, forcément, t'es accusé, t'es coupable. J'écoutais, tu vois, la dernière fois, je crois que c'était, ils ont invité le jeune, là, tu sais, rédacteur en chef de Valeurs Actuelles suite au scandale au Bono, là, je sais pas si t'as vu. Oui. Oui, j'ai entendu parler un petit peu plus loin, ouais. Il parlait justement de ça et tout, il disait, mais il y a eu aussi un truc, c'était intéressant, parce que De Rugy, il a directement démissionné après l'affaire des homards, là. Ouais. Alors que Darmanin, il n'a pas démissionné. Ouais. Et justement, il disait, alors que le poste est encore plus élevé, celui de Darmanin, il disait justement, peut-être ce qui protège Darmanin, entre guillemets, c'est qu'une enquête soit ouverte. Donc il pourra toujours dire, laissons faire la justice, et puis si la justice le condamne, il devra se retirer. C'est que ça relève du pénal. C'est ça. Ça relève pas juste de l'idéologie ou de valeurs qui seraient choquantes, etc. Du coup, tu es un peu protégé, quoi. Exactement. Mais si tu es dans le domaine pur de l'idéologie, là, il n'y a rien qui te protège et là, tu peux te faire fumer. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Fillon avec les enquêtes là, qui lui sont tombées dessus pendant la campagne présidentielle. Oui. Donc, première idée, présomption de culpabilité. Deuxième idée, mécanisme, c'est l'abstraction.
c'est le fait qu'on va directement à la conclusion. Par exemple, on passe d'une présomption à une accusation. C'est plus machin aurait dit, mais machin est. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Par exemple, quelqu'un qui aurait dit une phrase soit déplacée, soit tu vois, au niveau raciste ou quoi, on va passer de il a dit quelque chose qui pourrait sonner raciste à machin est raciste. Ouais. Ou tu fais une mauvaise blague sur les femmes, t'es un sexiste et un violeur en puissance. Voilà. Et ça arrive au troisième mécanisme qui est l'essentialisation, c'est-à-dire que on abstractise, je sais pas comment on dit, on rend abstrait et on remplace l'action de la personne par l'identité de la personne. En fait, c'est pas machin a dit ça, mais machin est ça. Ouais. Et donc, on systémise en fait. Et par exemple, si tu as dit une fois un truc sexiste, t'es un sexiste. Ouais. T'as dit une fois un truc raciste, t'es un raciste. Et donc ça, il y a un glissement qui est très très fort. Quatrième mécanisme dont parle cette personne, c'est ce pseudo-moralisme. Et tu vois, c'est l'idée que on va prendre une morale, ou on va prendre un point de morale qui peut servir de prétexte pour une annulation. Mais il y a plein d'histoires d'annulation qui sont pas du tout sur un terrain moral, mais qui sont juste une vengeance personnelle. Oui, c'est ça. Et donc, il y a des histoires d'annulation où on va moraliser un aspect de l'histoire alors qu'on veut juste voir l'autre tomber. Ouais, c'est ça. C'est que tu utilises un prétexte ou un mot qui aurait été dit de travers ou quelque chose qui serait... Enfin voilà, tu trouves quelque chose un prétexte pour te faire la personne, quoi. Tout à fait. Et les deux derniers mécanismes, je pense qu'ils sont ultra importants. Le cinquième, donc, c'est qu'il n'y a pas de pardon. C'est-à-dire que... Ça, je l'avais noté pour plus tard. T'es annulé, les excuses que tu as présentées, elles vont être rejetées direct. C'est pas sincère, en fait. Puisque t'es un raciste, ça sert à rien. Plus tu vas dire que t'es pas raciste, ça prouve bien que t'es un raciste. Ça, et aussi dans la chronologie, c'est-à-dire que on va fouiller tous les tweets et tous les trucs toutes les prises de parole, tous les trucs qui peuvent être problématiques, on va les remettre sur la table. Ah, vous voyez que c'est bien un raciste parce qu'il a dit ça hier, mais il y a 8 ans, il avait dit ça déjà. Ouais. Donc ça fait longtemps que c'est un gros raciste. Et donc, l'erreur est vraiment impardonnable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle n'est pas en train d'être un acte isolé, elle est juste le reflet de l'identité de la personne. C'est ça. Et puis, tu as ce fait que sur un réseau social, en fait, le temps est complètement écrasé. En fait, tu as juste à scroller un petit peu et tu remontes des années en arrière. Et en fait, même sur quelque chose qui moralement ne serait pas condamnable, mais souvent ça ressort sur des hommes politiques, tu vois, où en fait, ouais, mais il y a 10 ans, vous aviez dit pourtant que vous étiez contre ça à l'époque. Et en fait, tu te dis, ouais, mais bon, j'ai le droit d'évoluer aussi dans ma pensée, quoi, tu vois. Et en fait, on oublie la temporalité où ça devient quelque chose de immuable. Ça rejoint ce que tu dis, quoi. Tu es comme ça. Et tu n'as pas le droit de changer, ni d'évoluer, ni d'être pardonné, tu es résumé à quelques tweets, à quelques trucs comme ça, et ça me donne envie de réouvrir mon vieux compte Twitter, ça dit donc. Et non seulement ça, mais aussi, c'est complètement anachronique. Parce qu'il y a des choses qu'on pouvait dire, qu'on pouvait penser, non seulement on avait le droit de le dire et de les penser, maintenant on n'a plus le droit, mais plus que cela, c'était la doxa de l'époque. Oui. Et en fait, c'est juste, quand on disait ça, tout le monde le disait. Et donc, si tu reprends les blackface, oui. Je pense que c'est un problème, les blackface. Je pense que ça n'a jamais été une bonne idée. Mais faire une blackface il y a 10 ans ou 15 ans n'avait pas du tout ni la même résonance, ni la même signification, même si je pense pas que c'était une bonne idée en soi. Mais dans le contexte de l'époque, en fait, c'était pas un problème. On n'avait pas du tout le même rapport à
aux questions de race, etc. Alors peut-être justement, il y a des choses qui sont intéressantes et qui peuvent être soulevées, on va en parler. Il y a des choses qui sont soulevées plus facilement aujourd'hui. Et puis il y a le même acte, par exemple, aux États-Unis, avec une connotation culturelle qui était complètement différente. Tout à fait. Moi, je me souviens quand j'étais petit à l'école au carnaval, j'avais des potes. C'est toi qui as fait ça. Non, attends, mais j'avais des potes qui se déguisaient en Michael Jordan, ils mettaient le maillot des Bulls, je me souviens très bien, et qui du coup a été. Mais le mec, il voulait ressembler à Michael Jordan, tu vois, il est pas raciste. Et moi, j'étais déguisé en chinois parce que je voulais être comme Bruce Lee, mais je suis pas raciste, tu vois. Je voulais juste être comme Bruce Lee, donc j'avais le. Non, c'est comme Maiden, tu sais, dans Mortal Kombat, tu sais, avec le chapeau chinois là, qui envoie de l'électricité, tu vois. Je voulais être Maiden, tu vois. Et puis voilà, c'est tout quoi. Bon, enfin bon, bref, ça c'est Non, mais t'as raison. Et puis avec la globalisation. Mais sauf qu'on te ressort une photo comme ça que t'aurais pu être, voilà, et on te dit aujourd'hui, bah, vous voyez, c'est un raciste. Et le mec, s'il ne s'excuse pas, il est mort, quoi. Même si ce qui s'excuse, il aura quand même les foudres, mais il est obligé de. Ouais. Et puis, dernier mécanisme, c'est qu'il y a une contagion de l'annulation. C'est-à-dire qu'on peut être annulé par association. Si tu es d'accord avec quelqu'un sur un point, tu es cancel aussi, parce que tu t'associes à elle. Si tu ne dis pas ton désaccord avec quelqu'un, tu es cancel aussi. Et en fait, si tu te joins pas à la masse, si tu te joins pas à la meute, si tu n'adhères pas à la vindicte populaire, c'est que tu es pour l'autre. Et donc, tu soutiens et tu es complice. Ouais. Donc, si tu joues pas le jeu de la délation, de l'annulation, alors tu es toi-même annulé. Ouais. Et c'est ça. Et c'est ceux qui vont être, la prétendue victime ou prétendue personne qui est offensée doit être crue, et le supposé coupable, ou enfin en tout cas l'accusé est nécessairement coupable. Tout à fait. Tu vois, c'est ça que je trouve qui est complètement fou. Et ça rejoint, on en avait déjà parlé, de tous les faits du minoritarisme. C'est la parole des personnes qui sont en minorité ou qui se déclarent offensées est rendue sacrée. Et celles qui font partie de la majorité ou qui ne sont contre sont forcément coupables et sont mauvaises. Et du coup, voilà. Et on voit que c'est un balancier. Parce que si on reprend l'épisode des lynchages, par exemple, une victime, typiquement une femme blanche, pouvait dire, alors à tort ou à raison, qu'elle avait été agressée par un homme noir. Alors, n'importe quel homme noir pouvait être pris, il pouvait dire ce qu'il voulait, il était coupable. Donc, en fait, on a toujours des renversements dans l'histoire où on a c'est pareil avec le procès des sorcières. T'aimais pas ta voisine, tu pouvais l'accuser de sorcellerie. C'est ça. Et on trouverait toujours quelque chose. Et en plus, alors ça, c'est René Girard qui en parle dans son livre, là, Le bouc émissaire, qui est vraiment sur ce point-là, qui est vraiment intéressant. Il dit qu'il y a eu un glissement dans les accusations et dans les accusations populaires comme ça, au Moyen-Âge, avec l'empoisonnement. Et tu peux pas... ça devenait magique. Tu peux pas accuser, tu peux pas prouver que t'es pas coupable d'empoisonnement en fait. Et c'est juste, mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait que c'est toi. On sait que t'es une sorcière, on sait que t'es machin. Et bam, tu te faisais annuler, sauf que l'annulation elle coûtait un peu plus cher, tu vois, tu te faisais brûler. Donc c'est pas la même. On annule la tête qui était mise sur ton corps. Ouais. Donc voilà, il y a ces six mécanismes que je trouvais intéressants et qui nous aident à comprendre comment marche cette culture de l'annulation. Ouais. Et moi, ce que je trouve avec tout ce que tu dis là, c'est fou, c'est que tu as une espèce de manichéisme, tu vois, derrière tout ça, et de côté un petit peu arbitraire, où tu as des valeurs qui vont être défendues par
des personnes, et en fait tu es sur une base un petit peu de totalitarisme, quoi, tu vois, où on veut t'imposer une pensée, et si tu ne penses pas de cette manière-là, eh bien nous on estime qu'on a le monopole de la vertu, et que donc toi, eh bien nous on n'a pas à être critiqué, et tu devrais penser comme nous, et c'est un scandale que tu penses pas comme nous, et on va te le faire payer fort. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que la prétendue victime se fait elle-même justicier de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu n'es pas dans sous couvert de justice, en fait, tu es dans tout sauf dans de la justice, tu es dans du règlement de compte. Il n'y a pas de vrai débat contradictoire. La personne, ça repose souvent, comme tu le disais, pas sur des faits. Il y a eu une vague comme ça avec MeToo, où il y avait en même temps des personnes qui dénonçaient des faits qui étaient vrais, et d'autres qui étaient absolument pas vrais, sauf qu'une fois que ton nom était associé à MeToo ou Balance ton porc, si quelqu'un t'a accusé d'agression sexuelle parce qu'elle veut te régler ton compte, t'es foutu. T'es foutu, tu peux faire quoi que ce soit, t'es fichu. Et donc du coup, t'as pas de faits, t'as pas de preuves, souvent, il n'y a pas de débat contradictoire, il n'y a aucune opportunité d'avoir une vraie justice, donc tout ce qui relève de la justice, et tu te retrouves à te faire fumer, et t'as pas le choix, quoi. Donc, ouais, et comme on part du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça. Si quelqu'un a dit quelque chose contre toi, même si c'est pas vrai, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui pue. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a forcément un truc. Il y a forcément. Et il y a un présupposé où tu peux faire partie d'une population où on te prête dans tous les cas ce type de comportement. Si tu es un homme aujourd'hui, même la culture MeToo, tu avais ça. Si tu es un homme, et je me souviens, c'était une des féministes là, qui était à l'initiative du mouvement. Elle disait dans une interview, tous les hommes sont des potentiels violeurs. Parce que tu es un homme, tu es un potentiel violeur. Et ça, c'est terrible de dire quelque chose comme ça, quoi. Tu vois, je veux dire, donc du coup, si on t'accuse de viol, mais attends, mais t'es un homme. Donc forcément, il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Tu vois. Et donc ça va très loin. Alors, du coup, maintenant qu'on a abordé un petit peu le mécanisme, je pense que c'est un petit peu clair pour nous, pour ce qu'on vit. Et c'est quelque chose, il me semble, tu vois, je ne suis pas du tout sur Twitter. Je suis sur aucun réseau social. Mais c'est fou parce qu'en fait, quand tu m'as proposé le sujet, je me disais, j'avais jamais entendu je savais pas que c'était conceptualisé comme ça, comme je te disais tout à l'heure. Et du coup, je croyais découvrir quelque chose complètement, mais en fait, je réalise que c'est quelque chose dont on entend toujours parler c'est en relais, on va dire, dans les grands médias. Dans les grands journaux où telle personne, enfin l'histoire de J.K. Rowling ou de justement cette actrice, là j'ai oublié déjà le nom, je l'avais noté, de Glee, la Léa Michel ou d'autres comme ça, régulièrement on entend que ce soit un footballeur qui a dit quelque chose, un homme politique, une star du cinéma ou de la chanson, etc. Et on entend que ça déchaîne les enfers sur Twitter contre cette personne-là. Il y a des scandales et après du coup on en parle de partout et ça part souvent des réseaux sociaux. En fait c'est quelque chose qui est vraiment présent. Et toi tu poses tu voulais poser une question que je trouve qui est audacieuse. C'est en quoi la cancel culture reflète notre création à l'image de Dieu. Je crois qu'il y a des choses à dire. C'est une bonne question, mais la réponse ne vient pas de moi en fait. Je reprends des points qui sont cités dans un article que j'ai trouvé sur TGC de Ashley Marie-Vittori Gorman. On vous mettra le lien en description, c'est un article en anglais. J'ai trouvé vraiment bien. Pourquoi ? Parce que y a d'autres articles qui présentent la cancel culture, les mécanismes, etc. Il y a un autre article que j'ai trouvé super intéressant sur TGC aussi qui montre en quoi cette cancel culture fait écho à la culture de la honte, qui est plutôt quelque chose de culture de l'Est, une culture de l'Orient, Moyen-Orient, etc. Alors et comment on a glissé d'une culture de la vérité à une culture de la honte aujourd'hui, notamment avec le relativisme. Mais cet article-là, je trouvais, prenait un bon contre-pied. Et tout à l'heure, on va se demander comment on peut se comporter en chrétien dans la culture de l'annulation. Et
il y aura aussi des points que je tire du même article de cette femme. Et elle dit 3 choses que je trouve vraiment intéressantes. La première, c'est que cette culture de l'outrage... de cette femme, c'est que tu la résumes à son genre. Donc moi, j'appelle nos auditeurs à te canceller. Ouais, cancellez-moi, surtout sur les réseaux sociaux. Allez-y. Faites-vous plaisir. Le premier, c'est que cette culture révèle la vérité à propos de la moralité. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y réfléchit, ceux qui sont les plus proéminents là, ceux qui ont le plus de voix dans toute cette culture de l'annulation, c'est ceux qui vont crier aussi le plus fort qu'il n'y a pas de vérité absolue et qu'il n'y a pas de morale absolue. Sauf que cette indignation dont il parle et cette vindication montrent qu'il y a un ordre moral au plus profond d'eux-mêmes. Et que s'ils dénoncent que quelque chose est mauvais, c'est forcément qu'il y a des normes. Et en fait, du coup, il y a une tension qui est très grande. Et juste cette indignation, elle nous révèle qu'il y a une moralité objective qui doit exister. C'est ça. Il se repose sur une vertu qui est une supposée vertu, quelque chose qui doit être bien et qui ne peut pas être remis en question de la même façon que tu ne peux pas remettre en question la moralité de Dieu, quoi. Tout à fait. Et je trouve que c'est intéressant parce que avec les discours d'acceptation, avec les discours d'aplanissement, tout se vaut, tout est pareil, rien n'est mieux, rien n'a la première place, etc. On vient quand même dire il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a des choses qui sont mal en soi. Et donc, on revient... Inexcusable. Inexcusable. Alors ça, c'est un deuxième truc, mais qui mérite qu'on les condamne. Pas dans le sens impardonnable, mais inexcusable dans le sens... on ne peut pas passer outre. Tu ne peux pas... Ouais, voilà, c'est ça. Tu ne peux pas te... Si tu dis, mais non, mais c'est mon éducation. Non, ton éducation, elle est mauvaise. Tu ne peux pas te reposer là-dessus pour dire que tu penses différemment de moi. Et ça, c'est... Voilà. Tout en reniant une loi universelle... qui du coup rend ce qui est normatif purement une question de préférence, qu'elle soit minoritaire ou majoritaire. Néanmoins, malgré ça, en fait, il te dit on ne tolère pas que tu penses différemment et tu n'as pas d'excuse pour penser comme ça, tu es coupable sans le savoir et il faut que tu changes. Ouais. Et souvent en fait, même l'ignorance n'est plus une excuse valable. Parce que avant on pouvait mettre en avant la maladresse et l'ignorance. Maintenant, t'es coupable en fait. Ah ouais, mais ça c'est... J'ai vu une vidéo d'une trans qui disait... D'une personne trans qui disait en fait, si t'es un homme et qu'en face de toi t'as une femme, donc qui se dit femme, mais que en fait elle a un sexe masculin entre les jambes et que tu ne peux pas coucher avec elle, t'es pas un vrai hétéro. Et du coup, en plus de pas être un vrai hétéro, t'es un vrai transphobe. Et là, j'ai dit, ok. Mais dire ça, ce serait jugé transphobe par la communauté. Peut-être, ouais. Mais en tout cas, elle était là en me disant, mais c'est... Mais je te dis ça parce que c'était un des exemples qui était donné dans la vidéo, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Alors, parce que un des gars avait dit... je peux pas dire que je suis vraiment gay parce que je suis attiré par des hommes trans. C'est-à-dire des femmes à la base. Ok, d'accord. Et toute la communauté lui était tombée dessus en disant mais en fait, si cette personne dit que c'est un homme, c'est un homme. Ouais, c'est même ça. Si elle a des organes génitaux. Mais ça, il faudra qu'on fasse un épisode, je pense, sur la transsexualité parce qu'on touche à quelque chose d'encore plus profond. Alors, dis pas transsexualité quand tu parles de transgenre parce que là aussi, tu vas te faire cancel. C'est vrai. Alors, parler du transgenrisme, non, du transgender. En plus, j'avais écrit là-dessus. Mais parce qu'il y a quelque chose de bien plus profond. Souvent, on le résume à une question de préférence sexuelle ou d'orientation sexuelle. Mais il y a quelque chose de bien plus profond qui touche à l'identité. Et je comprends du coup la réaction. Bien sûr. La réaction de leur point de vue. Et puis, ce sera aussi intéressant d'avoir une approche pastorale. Parce que je pense, et ça fait la même chose qu'avec la question de l'homosexualité, il y a un mépris qui est affiché par les chrétiens qui dépasse
la méconnaissance, l'incompréhension ou même l'indignation. Et on doit dépasser ça, en fait. On n'a pas le droit d'être méprisant envers des gens. Oui. Et du coup, il y a une vraie question pastorale qui serait intéressante aussi de développer. C'est pas qu'une question idéologique. Il y a aussi une dimension pastorale. Donc on fera un épisode là-dessus. On va faire un épisode. Donc voilà, première, il y a une moralité. Deuxièmement, elle disait dans cet article que cette culture révèle la vérité à propos de l'humanité. Elle dit on est obligé de se rendre compte que l'homme n'est pas bon et que la société ne va pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas fondamentalement dans la culture et chez l'être humain. Et donc ce mythe d'une société bonne ou des individus bons s'écroule en fait sous le poids de tous les dysfonctionnements, de tout le mal qui est révélé et qui apparaît au grand jour. Ouais. Bon, ça, je trouve l'argument pertinent vrai, valable plutôt, mais il est pertinent dans tout plein d'autres domaines, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, tout te montre que ça va pas, quoi. Je veux dire, bien sûr. Tu regardes le plan politique, la géopolitique, l'écologie, etc., etc. Enfin bref, il y a la justice, la criminalité, etc. Enfin, il y a plein de choses qui te montrent que c'est dissonant. Et je pense que d'une manière générale, l'humanisme est de plus en plus, même s'il reste vraiment ancré, demeure de quelque chose de plus en plus de l'ordre d'un grand idéal vague que d'une vision du monde appliquée et qui pousse aux convictions, quoi. Je trouve que l'homme devient quand même de plus en plus cynique. Tu vois, peut-être chez les grands penseurs, les hommes politiques, ils ont des discours très voilà, mais moi je te parle de nous, en tout cas le français moyen, il est cynique, quoi. Tu vois, il croit plus en beaucoup de choses, quoi. Ouais, tout à fait. Encore moins en lui-même. Tout à fait, même plus en l'être humain. Ouais, c'est ça. Ouais. Avant, il Comme croyait disait plus le en Dieu, il philosophe, croyait plus en je l'être connais les humain. hommes, plus j'aime mon chien. Ouais, exactement. C'était Grand Renaud, philosophe français du 9-2. Ok. Grand, littéralement. Ouais, voilà, alors, troisièmement, cette culture de l'outrage révèle la vérité à propos du péché. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant quand même et qui est à souligner, c'est que il y a une soif de justice. Alors, on l'a dit, hein, bien souvent, ça glisse vers une soif de vengeance plutôt. Ouais. Mais il y a quand même l'idée que il faut que les gens répondent de leurs actes. Ouais. Il faut qu'ils payent. Et d'autant plus où tu as souvent un sentiment d'impunité par t'as un sentiment d'impunité par les voies un petit peu normales. C'est-à-dire quand tu vois que la justice des fois ne fait pas son travail, du coup les réseaux sociaux disent ok, ce gars n'est pas condamné, mais non, on va le lyncher, quoi. Et que peut-être s'il y avait une vraie confiance et en disant ouh là là, ouais, lui on sait qu'il va prendre cher s'il a vraiment fait ça. Du coup, on n'a pas besoin de s'en charger. C'est pas à nous de le faire, ça va être fait et correctement. Tu vois. Et d'ailleurs, on l'a vu ça avec... J'ai regardé la mini-série sur Netflix là, sur Jeffrey Epstein. Nous, on en a entendu parler quand il y a eu, après la vague MeToo, il y a eu l'affaire Weinstein et ensuite Epstein. Ah oui, Epstein, c'est le milliardaire qui amenait des adolescentes sur son île, là. C'est ça. Ouais, purée, c'est ça. Et en fait... Il s'est suicidé en prison. C'est ça. Il est mort en prison, oui. Il nuance, tu sais. J'ai vu le petit malaise. Tu vois, les gens, ils le voient pas. Moi, je l'ai vu. Oui, t'as d'autres lignées de la tête. Oui, il est mort en prison. Non, mais parce que justement, dès qu'on l'a annoncé mort, beaucoup ont dit on l'a suicidé. Ah, d'accord. Ah, ouais. On l'a suicidé. Comme les inconnus, tu sais, il s'est retrouvé menotté dans le dos avec les pieds dans le béton au fond du vieux port, mais on n'exclut pas le suicide. Exactement. Et il y a eu des rapports d'autopsie, des contre-rapports d'autopsie qui montraient que, bref, c'était... on pouvait remettre ça en question. Mais en fait, nous, on a entendu parler de cette histoire à ce moment-là, tu vois, MeToo, machin. Et ça faisait des années, en fait, que le mec avait des plaintes qui couraient, des enquêtes, qui étaient passées devant la justice et qui s'en étaient sortis. Alors qu'il y avait des centaines et des centaines de témoins et de victimes.
Mais avec MeToo, c'est aussi une réaction à des vraies injustices. Exactement. Et c'est ça, il faut le dire aussi. C'est important. Et il y a des gros dysfonctionnements avec la justice. Hein. Tout à fait. Et ça répond, et ça dit bien qu'on a vraiment une vraie soif de justice ancrée en nous. On ne tolère pas que l'injustice demeure. C'est ça. Il faut que le mal soit puni. Voilà, le mal des autres soit puni. Oui, voilà. Le mal des autres soit puni. Alors, voilà ce que j'avais à dire. Je sais pas si toi, tu as autre chose à ajouter sur ce que ça révèle, soit de notre création d'image de Dieu, soit du monde créé par Dieu, en fait. Les échos qu'il y a à la vision publique du monde. Moi, juste ça, c'est le besoin d'une justice qui soit rendue. On a été créé pour vivre dans un monde qui est juste, mais à cause du péché, il est injuste, et à cause du péché en nous, nous sommes aussi injustes. Mais on voit ces traces qui sont là, et qu'il y a quelque chose en nous aussi de vouloir du coup dénoncer le mal, mettre en lumière le péché, qu'on a une soif de justice. Sauf que notre justice, elle a géométrie variable, elle est pervertie, notre compréhension de la justice, et du coup on peut défendre des causes qui en fait nous confortent nous dans nos convictions profondes et personnelles, qui vont en même temps paradoxalement légitimer nos péchés devant Dieu. On peut prendre des choses justement liées au LGBT, liées au féminisme ou des choses comme ça, et qui en même temps vont être le moyen d'interdire aux autres de ne pas penser comme nous, quoi. Ouais. Et alors si on se pose la question inverse maintenant, et ça juste un petit point pédagogie pour vous, chers auditeurs, c'est pourquoi ces deux questions-là, c'est qu'on essaie de voir, comme dans tout objet culturel qu'on analyse, quel est le point de contact avec l'évangile, qu'est-ce qui rejoint notre vision biblique du monde, et qu'est-ce qui s'en écarte. C'est toujours ça, d'essayer d'analyser comme ça, de discerner le péché, et discerner aussi la grâce commune de Dieu, et comment ça rejoint ce en quoi nous croyons. Alors, pour pouvoir après mieux confronter derrière par l'évangile. Alors, que doit-on dénoncer dans cette cancel culture? Alors déjà, je dirais, puisqu'on en parlait justement, c'est justement la déviation de la justice. C'est-à-dire que à la fois on reconnaît une certaine moralité, on reconnaît qu'il y a des choses qui sont mal, on reconnaît que ceux qui font le mal doivent être punis, mais on dit celui ou ceux qui sont les plus à même de punir, c'est nous directement en fait. Et c'est vraiment on te pend et ensuite on fait ton procès, quoi. Tu vois, comme dans Lucky Luke. C'est ça, c'est tu es victime, bourreau, juge et bourreau. C'est ça. Tu as les trois fonctions, quoi. Et encore, souvent, t'es pas victime, en fait. C'est pas toi la victime dans la cancel culture. Ouais. C'est que tu te fais le porte-parole. C'est ça. Ou tu peux être victime, mais de quelque chose qui est pas bien grave, sauf que tu vas appliquer la peine de mort. C'est ça. Tu m'as volé mon bonbon, je te tue. On a une vraie soif de la justice qui est bonne, mais on a une vision de la justice qui est vraiment mauvaise, où on confond justice et vengeance et vindicte. Et lié à ça, peut-être aller en parler, mais la victimisation, de vouloir se définir avant tout comme une victime, comme un opprimé, pour légitimer, comme un levier, pour imposer son point de vue, et dire que si tu ne l'acceptes pas, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh bien, du coup, vous m'oppressez, vous êtes, voilà, et moi je suis une victime, et on ne tolère pas d'être qui est une victime, quoi. Donc c'est une grosse forme de manipulation. De manipulation, et aussi une grosse hypocrisie, en fait. Ah oui, c'est une hypocrisie sur nous-mêmes. Intellectuelle, immorale, terrible. On est alors, au point de vue biblique, nous sommes tous coupables devant Dieu, en fait. Et c'est vraiment le truc de la paille et de la poutre quand on vient à dénoncer quelqu'un. C'est ça. Et donc c'est un aveuglement et une justification de ce que nous sommes, en fait. Ouais. Surtout devant Dieu. C'est-à-dire qu'on rentre dans toujours le même système. Ouais, mais moi j'ai pas tué. Sauf que maintenant c'est pas ouais, mais moi j'ai pas tué, c'est ouais, mais moi au moins je suis pas raciste. Et donc on a des. Ouais. Exactement. Tout à fait. Quelque chose qui est aussi important, c'est
et qui est un paradoxe en fait de cette manière de penser, c'est que on va célébrer la différence, on va célébrer les minorités, on va vouloir donner de la voix à ceux qui n'en ont pas eu ou ceux qui n'en ont pas, et donc on va vouloir élever les petits en fait, entre guillemets. Et ça, quelque part, il y a un renversement qui ressemble à celui de l'évangile, où on n'est plus dans une méritocratie. On a ce renversement de l'évangile où les petits sont élevés, les pauvres sont rétablis, les étrangers sont inclus, les parias sont accueillis. Sauf que là, on a... pour faire monter les uns, on doit faire descendre les autres. Et donc, c'est ce discours de on est tous égaux, on est tous pareils, n'est plus vrai en fait. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas eu la parole ou ceux qui ont été vraiment opprimés méritent maintenant d'être en haut et les autres méritent d'être en bas. Et donc, c'est pas une poursuite de la liberté, c'est une poursuite d'une prise de pouvoir de ceux qui n'en avaient pas. Et donc, on veut donner le pouvoir à ceux qui ne l'avaient pas et le faire perdre à ceux qui l'avaient ou ceux qui l'ont. Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Parce que maintenant, on dit non, ce que tu dis est nocif, donc tu n'as pas le droit de le dire. Et donc, on est dans une culture de la censure, en fait. Et ceux qui sont les plus vocaux dans la liberté d'expression, dans la liberté d'être, dans la liberté de toutes les libertés, blablabla, sont ceux qui vont dire non, ça par contre on n'a pas le droit. Et vont se faire eux-mêmes les censeurs et vont devenir en fait ceux qu'ils dénonçaient. Un autre truc, c'est que au lieu de viser l'amélioration, de viser l'épanouissement, de viser l'édification, il y a un encouragement et une culture de la délation. Où, au lieu d'éduquer la personne, au lieu de l'aider à changer son point de vue si on trouve qu'il est mauvais, et il peut être vraiment mauvais, on va vouloir le descendre directement. Et donc, en fait, il n'y a plus cette marge de progression, il n'y a plus cette évolution qu'on voit chez les autres. C'est soit ils sont comme nous, soit ils sont annulés. Ouais, c'est ça. Et donc, il n'y a plus de place, encore une fois, pour le discours, pour l'échange, pour le débat, et aussi pour la pédagogie. Il y a des choses qui sont vraiment dites par maladresse, il y a des choses qui sont vraiment dites par soit incompréhension, soit ignorance, mais au lieu d'éduquer, on va vouloir faire tomber. Ouais. Et oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, je te rejoins complètement dans ce que tu dis. Et en fait, je remarque moi aussi ce soi-disant une culture de plus en plus prétendument tolérante. Et en fait, plus elle est tolérante, en fait, plus elle est intolérante envers toutes les personnes qu'elle perçoit comme intolérantes. Tout à fait. Tu vois, on se dit tolérant, mais quelqu'un qui est intolérant, qu'on dit intolérant, nous on va être en fait hyper intolérant. Enfin bon, bref. Voilà. Et en fait, la personne qui va être jugée soi-disant intolérante ou potentiellement pas d'accord avec toi ou offensante selon tes critères, elle doit être réduite au silence. Elle n'a plus le droit de ces... Et je trouve c'est pour ça, je trouve que l'idée que tu as derrière, plus que qu'on ne la voit plus, l'idée on ne la voit plus parce qu'on la détruit. Tu vois, c'est pas juste on veut qu'elle se retire d'elle-même. Tu vois, si cette personne elle te dit moi je fais un mea culpa, je me retire des réseaux sociaux, j'arrête de vendre mon disque, t'es pas satisfait si elle fait ça. Tu veux que ce soit toi qui la détruise. Et t'as cette violence qui est là, et voilà. Et petit à petit, les gens vont perdre leur liberté d'expression, de pensée, parce que grâce à l'audience potentielle que tu as sur un réseau social comme Twitter, où tu mets un hashtag balance ton porc
et derrière tu balances quelqu'un, tu peux devenir un bourreau. Tu vois, même toi et moi, on est pasteurs. Si tu as un tweet balance ton porc, Mathieu Giralt, pasteur à Etup, ils mettent un hashtag sur un autre truc, voilà, ils mettent 2-3 liens où on t'identifie et tu as un truc, mais tu es dans une tourmente terrible. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, on peut te nuire, on peut te détruire comme ça, quoi. Ah, c'est clair. Et en fait, voilà, et les gens, après, face à cette espèce de totalitarisme numérique, que je trouve, moi, absolument effrayant, où on te refuse de penser différemment. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, parce que tu te places même au-dessus de Dieu, qui Dieu lui-même, certes, nous juge parce que on est rebelle par égard à sa loi, mais nous laisse exprimer aujourd'hui notre rébellion, et lui-même est fait bien plus preuve de patience, de patience et de miséricorde vis-à-vis de l'homme qui ne veut pas penser comme Dieu pense. Et Dieu accepte de vivre avec ça par amour, par compassion, par miséricorde, et n'annule pas tous les hommes qui ne pensent pas comme lui. Parce que sinon, en fait, il n'y en aurait pas un qui serait encore vivant. Même le meilleur des chrétiens qui est marché sur terre, voilà, seul Christ, je veux dire, le nouveau peuple, ou le peuple que Dieu voudrait sauver, se résumerait au nouvel Adam, c'est-à-dire à Jésus-Christ lui seul, quoi. Et donc c'est ça, c'est de se vouloir se mettre à la place de Dieu et d'exercer le jugement divin sur la personne sans aucune autre médiation. Et c'est vraiment, tu te jettes sur la personne et tu la détruis, tu veux l'annihiler, la réduire à rien. Et ça, je trouve que c'est terrible et extrêmement paradoxal. Moi, il y a plusieurs paradoxes, tu vois, que je notais. Le premier, c'est que en fait, justement, on veut te canceller, t'annuler, mais on ne donne aucune chance à l'oubli des fautes passées. Comme je disais tout à l'heure, on peut scroller sur des choses que tu as dites ou pas dans le passé et t'es foutu. Et il n'y a aucune promesse, enfin, aucune possibilité de grâce, de pardon. Et ce qui est terrible, c'est que en jouant à ce jeu-là, je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui elles-mêmes ont participé au lynchage des autres et après ont dénoncé ce cancelling culture, tu vois, dont elles ont été victimes. Et en fait, t'exiges des autres la perfection selon tes propres codes moraux, alors que toi-même, tu peux en être victime, quoi. Enfin, tu vois, tu exiges des autres ce que toi, tu n'es pas capable de produire. Bien sûr. Voilà. Et cette intolérance, à une époque de tolérance et de relativisme moral et épistémologique, fait vraiment doucement rire, effectivement, quoi. Mais alors nous, en tant que chrétiens maintenant, parce que je pense que quand tu vois, j'imagine, t'entends un truc, une accusation, je sais pas, de détournement de fonds par un homme politique ou d'abus sexuels ou voilà, un truc comme ça sur les réseaux sociaux. Toi, tu es là, tu as ton smartphone, tu as ton Twitter, tu sais que tu as juste le hashtag qui vient de sortir. Tu peux te dire, purée, mais moi aussi, j'ai envie de lui cracher dessus, quoi, de dire à quel point je suis choqué, à quel point, voilà. Quelle piste pour se comporter en tant que chrétien dans cette culture de l'annulation, Mathieu? C'est une super question. D'abord, je dirais prudence. C'est-à-dire qu'on a vu que cette culture de l'annulation, elle repose sur des mécanismes que nous, on veut éviter. Par exemple, on veut éviter les raccourcis. C'est la vindicte populaire. Ouais. On veut éviter de dire que quelqu'un est coupable alors qu'on n'en sait rien. C'est de la calomnie, c'est condamné par la loi de Dieu. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et même par la loi des hommes. On oublie, aussi par la loi des hommes, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des gens qui se font cancel ou machin, ils répliquent par un procès pour calomnie. Ouais. Bon, ça, c'est aussi le move automatique. Hein. C'est-à-dire, quoi qu'on t'accuse, tu dis que c'est de la calomnie. Voilà. Oui. Mais nous, en tout cas, puisque Dieu est un Dieu de vérité,
on veut pas succomber à cette pression-là de faire ces raccourcis. Donc, vérifier. C'est aussi facile de voir les titres de certains articles et de dire « Oh, t'as vu machin, t'as vu que c'est un gros raciste en fait ?» Et t'as juste vu en fait un article. Et tu fais toi-même ce raccourci, t'as même pas lu l'article. Dans l'article, il n'y a aucun fait. C'est que des machins. Donc voilà, premièrement, oui, et la prudence. Il y a aussi une ignorance juridique. Tu vois, je pense... alors, il y a ça, ce que tu dis, mais je pense que ça s'ajoute à ça, où tu entends enquête ouverte dans tel truc pour des irrégularités comptables, tu vois, tout de suite, tu dis, purée, ils ont volé. Ouais. Tu vois, alors que non, il est pas encore mis. Après, il y a une enquête, après, il y a la mise en examen. Ouais. Où là, on dit il y a des preuves qui sont là, qui vont être étudiées, qu'on veut soumettre à un juge, mais alors tu es mis en examen et ensuite tu es jugé et condamné. Tu vois. Alors que nous, on entend juste enquête ouverte, bam, allez hop, ça tombe. Tout à fait. L'enquête, en fait, c'est quand il y a une présomption. Voilà. Et l'enquête, elle vise à voir s'il y a assez d'éléments pour ouvrir une mise en examen. Donc, que les preuves qui auraient été collectées soient analysées et ensuite qu'elles soient jugées. Et ensuite, c'est le jugement qui va déterminer si les preuves sont nécessaires pour établir la culpabilité de l'accusé. Et donc, il faut garder à l'esprit cette présomption d'innocence. Et donc, faire attention à cela, déjà, c'est le premier point. Ensuite, conscient des mécanismes aussi de masse, dire que on va participer à la machine, à la bête qui est devenue, on fait grossir en fait ce chien enragé. Je vais faire miaou. Mais non. Qui est la cancel culture, et dire on se noie et on s'identifie à une espèce de nuage noir comme ça qui vient s'abattre sur quelqu'un. Et donc en fait, alors non seulement on participe à quelque chose, on l'a vu, qui est souvent pas juste, et deux, on plie aussi sous la pression populaire. Je me rappelle à l'époque, il y a quelques semaines, mais maintenant on peut dire à l'époque quand ça fait quelques semaines sur Twitter, du meurtre de George Floyd. Il y a eu tu sais, tous les mecs sur Twitter ou sur Instagram mettaient un carré noir en profil pic, en image de profil. D'accord. T'étais obligé de faire ça. Parce que si tu le faisais pas, c'est que tu n'étais pas outragé par la mort de George Floyd, et donc que tu étais complice des violences policières. C'est comme je suis Charlie et tout ça, quoi. Exactement. Si tu dis pas je suis Charlie, alors t'es pour le terrorisme. T'es pas Charlie. Celui qui n'est pas pour nous est contre nous. Exactement. Et donc, il faut être aussi conscient de ces mécanismes-là et dire non, on n'est pas obligé de choisir la même forme d'expression, même si on partage certains points d'outrage, même si on partage certaines choses qui sont dénoncées. Si on rejoint le mouvement, on va être englobé. Et on va être englobé dans toute l'idéologie. Par exemple, peut-être... Ouais, je sais pas. Ça aurait été bien un épisode Black Lives Matter. Mais ça demande plus de recherche parce que là, c'est plutôt l'idéologie et la politique derrière plutôt que la question du racisme. Mais vraiment, en tant que mouvement idéologique et politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais on a vu, tu vois, dans la rue, il y a quelques semaines, là, il y a eu plein de manifestations, etc. Et on avait des blancs activistes de Black Lives Matter qui empêchaient les mecs de passer dans une rue, et t'avais des mecs noirs, ils étaient là, mais regardez-moi ces blancs qui se rachètent une conscience, qui nous cassent la tête alors que nous on est noirs, tu vois. Et t'avais aussi ces mêmes blancs qui étaient dans la rue qui allaient embêter les mecs qui étaient en terrasse en leur demandant de mettre le poing en l'air et de dire Black Lives Matter. Et si tu refusais, t'étais un collabo et ils te pourrissaient, ils te crachaient dessus, ils t'insultaient, ils te menaçaient. Tu vois ?
Donc on a un truc quand même qui est grave. Et il faut être conscient en fait hystérique. faut être conscient de ce à quoi on participe. Tu vois. Donc premier truc, je pense qu'il faut être prudent et conscient. Je pense aussi qu'il y a des appels particuliers. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des fardeaux particuliers et qu'on n'a pas tous à dire quelque chose sur tout. Ça, c'est aussi un mensonge des réseaux sociaux, que ton opinion compte. Non, pas toujours, pas souvent même, presque jamais. Et ensuite, il y a des gens qui ont des appels. Il y a des gens qui ont un sens de la justice qui vont les pousser à s'engager en politique ou à s'engager dans des causes humanitaires ou à s'engager dans le monde de la justice. Et pour moi, c'est normal que ces personnes-là dénoncent plus que d'autres parce que c'est un fardeau qu'elles ont. Ouais, tu vois et que ça peut même être un appel de Dieu. Quand tu prends Wilberforce, quand tu prends des grands activistes comme ça chrétiens, ces gens-là ont eu un appel. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, il n'y avait que Wilberforce qui était contre l'esclavage ? Non. Mais lui avait un appel particulier qui l'a amené à s'exprimer de manière particulière et de manière peut-être plus publique que les autres. Et ensuite, dans la dimension pastorale et même apologétique, je reprends 3 points du même article de cette femme-là, Ashley Marie Vittori Gorman, qui est excellent vraiment. Elle reprend en fait ses premiers points et elle dit « À cause de la vérité à propos de la moralité, on peut réconforter ceux qui ont été vraiment outragés. Et dire à ceux qui sont des vraies victimes, oui, la personne qui a fait du mal doit être punie. Et dire, on ne veut plus participer à la protection des puissants et prendre en compte la réalité, la vérité des victimes. Quand tu vois ces femmes dans ce reportage sur Epstein, c'est personne. C'est des femmes qui ont été abusées. Elles avaient 13 ans, 14 ans. Personne les a écoutées. Le mec, il a été jugé, c'était une mascarade. On a refusé de mettre des charges contre lui. Il est parti, quoi. Il est parti comme il est venu du tribunal. Et t'imagines, pendant 10 ans ou 15 ans, le mec s'en est sorti de manière impunie, tu vois. Et non, à cause de la vérité du péché et de la moralité, on peut dire à celles qui ont été vraiment victimes, non, le mal doit être puni. Elle dit deuxièmement, à cause de la vérité à propos de l'humanité, on peut désarmer ceux qui sont faussement outragés. Et elle dit, à une époque où tout le monde s'énerve pour tout, on a l'occasion de rappeler gentiment à ceux qui réagissent de façon excessive que leur traitement courroucé, rabaissant, voire bestial des autres est déconnecté de la réalité, et leur rappeler gentiment qu'ils sont tout aussi brisés que la personne contre laquelle ils se plaignent. Et donc on a l'occasion de rappeler la réalité d'une humanité déchue et qu'on est tous déchus. Et troisièmement, elle dit, à cause de la vérité à propos du péché, on peut nous aussi relate, comment on dit, s'identifier à ceux qui font le mal. Et c'est ce que tu avais super bien fait dans un article que j'avais beaucoup aimé, que tu avais écrit, qu'on va mettre en lien. Il faut qu'on note tous les trucs qu'on met en lien. C'est ce que je me dis quand quelqu'un me confesse un péché ou son péché ou un truc comme ça. Ah oui. Et tu disais dans l'article que ça aurait pu être moi. Ouais, je pourrais être à sa place. Et cette femme dans cet article dit celui qui a connu un échec public massif, celui qui a été lynché, celui qui s'est fait cancel, c'est pas le seul qui a touché le fond avec le monde entier contre elle. Nous aussi, on mérite la colère. Nous aussi, on mérite les conséquences. Et donc, non seulement on peut comprendre et réconforter les victimes, mais on peut aussi s'identifier à ceux qui font le mal, parce que nous aussi, on est pécheurs. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Ouais. Et je pense que c'est un point hyper important, tu vois. Surtout du point de vue regarder ça en tant que chrétien, le grand danger, ce serait justement nous de regarder ça de haut
en se disant mais nous on est plus vertueux, on n'est pas comme cette vindicte populaire et de se revendiquer d'une forme de supériorité morale. Mais malheur à vous, pharisiens, qui jugez, tu vois, malheur à vous, pharisiens, hypocrites que vous êtes. Tu vois, on est des gros hypocrites, on est tous pareils, quoi. Si toi tu l'as pas publié sur Twitter, ton cerveau il l'a pensé, tu vois. Sûr. Et on juge vite, on condamne sévèrement, on est impartial, on aime la calomnie. On aime voir des gens qui sont tout en haut se ramasser tout en bas. On aime exercer une forme de vengeance arbitraire sur quelqu'un parce qu'on en chope un et qu'on peut exprimer ce qu'il y a de plus sombre en nous et qu'il y a un prétexte prétendument moral qui nous sert d'alibi pour faire le mal. Et ça, c'est vraiment terrible. Et je pense que pour se comporter vraiment dans cette culture-là, nous-mêmes, on doit commencer par la repentance et dire qu'est-ce que ça souligne en nous, dans notre comportement, dans notre cœur qui est si prompt à juger les autres, qui aime aussi, et il y a un intérêt morbide dans tout ça, c'est que quand tu vois qu'il y a des phénomènes comme ça, tu veux savoir. Ouais, il y a un intérêt pervers sournois, quoi, où tu veux savoir, tu es presque excité, quoi, dire il se passe ça, qu'est-ce qui lui arrive, et tu veux suivre. Il y a du gossip, il y a tout ça qui tourne autour, quoi. Et je pense que malheureusement très souvent on le sait, on l'entend, les chrétiens s'illustrent sur les réseaux sociaux dans des réactions par un immense manque de sagesse, de pondération, de grâce et d'intelligence. Mais voilà, on peut s'insurger contre le mal, mais attention, je veux dire, on est mis en garde, quoi. C'est ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, pardonnez et vous serez pardonnés. Tu vois, c'est Luc 6, 36. Voilà. Et en fait, on a des commandements vraiment qui nous sont donnés, tu vois, par le fait en tant que chrétien, se rappeler les commandements qui nous sont donnés. C'est justement Luc 6, quoi, tu vois, c'est gardez-vous de condamner les autres, ne vous posez pas en juge d'autrui. C'est pas à nous d'exercer la justice. Souvent, les gens se plantent sur la justice. C'est pas émettre un jugement sur une personne, émettre un avis, c'est une chose, mais vouloir condamner cette personne, exercer la justice nous-mêmes sur elle, rendre justice et lui faire mal, c'est ça, juger. C'est pas avoir un avis et discerner entre le bien et le mal. Ça, au contraire, on est encouragé à le faire. Mais si on voit le mal, ça veut dire quelle vertu tu as à rendre le mal pour le mal. On a appelé à rendre le bien pour le mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et quand même, bien même toi, tu serais une victime, le message de l'évangile, il est justement le renversement de ça. C'est de dire de faire du bien à ceux qui t'ont fait du mal et de tendre la main et de tendre l'autre joue. Et de te dire que peut-être la personne qui t'a blessé ou qui a porté des propos offensants selon tes valeurs, elle ne sait pas comment elle a mal fait. Et des fois, tu as des réactions qui sont très mûres. Où ça nous arrive même nous quand on écrit des articles ou quoi, où il y a des personnes qui peuvent nous faire des commentaires en dessous, qui vont soulever des bons points et des bonnes remarques et qui sont tout à fait dans l'esprit de l'évangile. Mais vouloir sur un article qui a été publié sur Facebook derrière régler le compte du mec en te moquant dessus de lui, en sachant que quand tu achetais un truc, s'il répond, dans tous les cas qu'il réponde ou pas, le mal est fait, t'es pas du tout dans l'esprit de l'évangile. Donc je pense qu'il faut vraiment beaucoup de modestie, d'intégrité, de retenue dans notre façon de nous exprimer et d'attendre aussi de voir s'il y a une condamnation ou pas. Et quand bien même tu peux donner ton avis, mais tu sais quoi, on s'en fout. T'es pas obligé de le faire, tu vois. Ça, je trouve, c'est un truc dingue, parce que tu peux le faire, tu le fais, mais tais-toi. Tais-toi, tu vois, parle peu. Enfin, je veux dire, on est appelé à ça, à mesurer aussi nos paroles sur quoi on va se prononcer. Et voilà, hein, c'est relis Jacques 4 et après tu verras si tu publieras. Et puis voilà. Tout à fait. Et un peu plus haut, là, on réfléchissait à justement, est-ce qu'on doit cancel en tant que chrétien, machin.
faut pas oublier aussi dans le fait de pas être naïf, etc., de discerner les mécanismes. Faut pas oublier que les sujets par rapport à cette culture de cancel là, les sujets pour lesquels on va annuler quelqu'un, souvent reflètent une déviation de la vision biblique du monde, au mieux. Au pire, quelque chose de complètement déconnecté de la vision biblique du monde. Ouais. Et donc, en fait, on va rentrer dans un discours où non seulement la manière, mais aussi le fond de ce qu'on dénonce n'est pas compatible avec ce que l'on croit. Alors, non seulement la forme, on vient d'en parler, mais aussi le fond. Et il ne faut pas être naïf aussi sur le discours ambiant, et cette pression qu'il y a. Et je pense peut-être, là je m'adresse à ceux qui sont et peut-être c'est beaucoup plus difficile maintenant pour les jeunes. T'es au collège, t'es au lycée, t'as Twitter, t'as machin. Si tu commences à balbutier que non, t'as pas envie de toi aussi faire un tweet sur je sais pas qui a dit je sais pas quoi, tu vas te faire cancel dans la cour en fait. Et ça, on doit, en tant que parent, je le sais, j'ai 2 ados là. Non. Il est très mûr, hein, ton petit. Ouais, il est super mûr, Léon. Tu verrais ce qu'il pose sur Twitter, c'est incroyable. Ouais. Non, mais toi, tu le sais, toi, Abby, elle est au collège. Non, pas encore au collège. Non, attends, tu te calmes. Bientôt, mon gars. Bientôt, hein. Ouais, CM1, ouais, dans 2 ans, là. Bah oui, tu vas voir. Ouais, c'est terrible. Il y a une pression qui n'existait pas avant. Ah ouais. Et il y a une visibilité. Mais déjà à notre époque, c'était la jungle. Mais alors maintenant, ça se poursuit sur le numérique et tout ça. Et c'est terrible. Et c'est pour ça que une immaturité en plus. C'est ça, c'est que tu as une immaturité à cet âge-là, avec justement les réseaux sociaux et la façon, la spontanéité et l'immaturité, tout simplement, au sens que t'es pas encore fini, quoi. Tu vois, t'es pas encore assez construit, t'es pas encore assez solide, etc. T'as pas assez de recul, une analyse qui est, voilà, tu peux dire tout et n'importe quoi, et derrière ça peut se retourner contre toi. Et si t'es pas comme les autres, même la moquerie, le harcèlement moral sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose d'absolument terrible. Ça pousse au suicide des jeunes et tout, c'est gravissime. Mais c'est pour ça qu'il faut, je pense aussi que les parents, les responsables prennent conscience que ça, c'est induit par les réseaux sociaux. Cette culture de l'annulation est induite par les réseaux sociaux. Et donc, en fait, donner à un enfant une place dans les réseaux sociaux, c'est le faire rentrer dans cette machine-là. Dans cette culture. On peut se faire fumer. Et ça te broie. Et en fait, il faut être très, très, très conscient qu'il y a une pression qui s'attache à ça. Et que après, c'est très difficile en fait, d'avoir une voix différente. Ou même si tu dis pas que tu es contre, ne rien dire, ça va être un péché par assimilation, comme on parlait tout à l'heure de la contagion. C'est ça. Alors qu'en vrai, tu as le droit de pas y être, quoi, tu vois. Moi, je sais qu'il y a des potes, des fois, ils me disent... sur des articles que j'ai postés, oh purée, mais sur Facebook, mon gars, tu t'es fait défoncer, c'était un équarrissage et tout, tu vois. Et en fait, de pas y être et de pas savoir quoi que ce soit, je dis écoute, m'en fous. Je m'en fous, tu vois. Et puis à la limite, la prochaine fois, me dis même pas ça, tu vois, parce que de toute façon, je peux pas vérifier, j'irai pas et voilà. Et justement, je veux garder ma liberté de penser. Non, vous ne l'aurez pas, ma liberté de penser. Ah ouais, vous pouvez tout avoir, tout me prendre. Même le shit sur le plat. Ah non, j'en ai plus. C'est fini, c'était notre époque. Bien, mais alors, je te propose qu'on puisse conclure. Voilà, concluons. Comment vivre Memento Mori nous délivre de cette culture. Je pense que c'est vraiment en lien avec ce qu'on a dit juste avant. Et en particulier avec la question de la justice. Et les 2 aspects de la justice, que Dieu délivrera les opprimés et qu'il punira les méchants. Et dire, la vengeance ne nous appartient pas, comme on l'a dit. On en parle souvent.
Mais c'est quelque chose qui est tellement fort en fait dans la Bible et notamment dans l'eschatologie et dans notre éthique. Il dit que Dieu est roi. Et ce roi reviendra pour juger. Et donc nous, en attendant, on peut vivre alors qu'on est accusé à tort. On peut vivre alors qu'on nous fait du mal. On peut vivre dans un monde tordu. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Dieu fera justice. Une justice parfaite. Une justice pas comme la justice humaine qui laisse passer, qui a des préférences, qui peut se faire acheter. Une justice qui n'oublie pas les dossiers, les machins. Une justice qui n'attend pas. Cette justice, elle arrivera. Mais entre-temps, il y a aussi le temps de la patience et le temps de la grâce. Et vivre Memento Mori peut aussi, pour ceux qui ont été accusés peut-être à raison, être le temps où on se dit la justice de Dieu viendra, mais aujourd'hui est le temps, aujourd'hui est le jour où on peut être réconcilié avec lui. Et enfin, cette perspective du péché qui nous habite tous et de cette déchéance qui nous caractérise tous me fait dire merci Seigneur, parce que je sais que je suis pécheur, je sais que mon cœur est mauvais, je sais que mes pensées ne sont pas meilleures que celui qui a fait ça, mais en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Et dire savourer cette joie d'être délivré de ce que peuvent penser les hommes. Et même dans une époque où on peut se préparer à souffrir, on peut se préparer à être cancel parce qu'on est chrétien en fait. Peut-être, et ça peut arriver très 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 vite, que par rapport à nos convictions, par rapport à ce que l'on dit, on se fasse cancel, mais c'est le verdict de Dieu qui compte, et le verdict de Dieu il est déjà tombé en Christ. C'est ça. Il n'y a plus de condamnation. Moi je pensais justement à ce point-là, où en fait tôt ou tard, je veux dire avec la place qu'ils prennent de plus en plus, et on sait comme étant un signe des temps aussi, et du retour de Christ, l'augmentation de l'opposition et de la haine contre le peuple de Dieu, que les chrétiens, on doit s'attendre à être salis, calomniés aussi via le numérique. Et comme on le voit, c'est très violent, et ça fait autant de mal qu'une agression dans la rue. Enfin, tu vois, tous les gens qui ont... Tu as des gens qui sont poussés, c'est du harcèlement moral, qui sont poussés au suicide, pour qui c'est terrible. Et en fait, c'est le rappel des paroles de Jésus, c'est que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. C'est Jean 15, 19. S'ils vous ont haï... Voilà, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et c'est vraiment le fait de rejeter Dieu, de ne pas le connaître, qui pousse à ça. Et cette persécution, elle est là. Et voilà. Et les méchants, et la méchante, parce que c'est quelque chose, voilà, on l'a dit, mais vraiment, la cancel culture, pour moi, est une culture de la méchanceté. Tu vois, pas juste de la justice. Mais tu vois, il peut y avoir des points, on disait, des fondements où il y a une injustice peut-être réelle au départ, mais c'est de répondre à l'injustice par la méchanceté, et la méchanceté avancera toujours plus dans le mal, égarant les hommes et s'égarant eux-mêmes. Voilà, c'est dans 2 Timothée 3, où Paul et Paul dit à Timothée, mais toi reste attaché à ce que tu as appris, et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Et je pense que face à ce climat de méchanceté et d'opposition qui ne fera que grandir dans notre monde, le chrétien doit s'ancrer dans la parole, la confiance en Christ, accepter d'être identifié à Christ et de souffrir à cause de lui, et de voir ça comme un sujet de gloire, et se dire que cette culture, cette cancel culture, a
canceller le Christ lui-même. Ah, c'est clair. Je veux dire, il a été réduit à néant, il a été moqué, il a été... Voilà, on a voulu l'effacer, quoi. On a voulu l'effacer, il a été rejeté et il a accepté ça. Et c'est en acceptant ça que nous, il nous permet que nous ne serons jamais effacés de la part de Dieu. Tu vois, que Dieu ne nous rejettera jamais parce qu'il a été lui-même injustement par les hommes. Et c'était aussi la justice de Dieu et le cadeau de Dieu pour nous, c'est qu'il puisse subir à notre place ce que nous méritions. Et ce qui est fou, c'est que un jour, Dieu agira ça et ressortira tous les tweets, ressortira tout ça, mais là, il n'y aura pas de trou il n'y aura pas de trou par lequel s'esquive, quoi. Il n'y aura pas de moyen d'échapper à ça. Et on rendra tous des comptes pour tout ce qu'on a dit publiquement, soit dans des discussions ou en ligne. Et donc, il faut être vraiment, vraiment sage et plein de grâce et se repentir, les amis. Il faut se repentir. Excellent. Est-ce que tu voulais encore nous partager quelque chose, Mathieu ? Écoute, non, je pense qu'on a dit pas mal de trucs. Oui. Et du coup, eh bien, on n'a plus qu'à se donner donc rendez-vous, les amis, la semaine prochaine. Tous les articles, etc. qu'on a cités sont en lien de cet article-là. Rejoignez-nous pour le webinaire, donc à 20h lundi prochain. Donc ce lundi prochain à 20h, c'est la date, je vous le dis, pour ceux qui vivraient sur une autre planète. Voilà, c'est quelle date ? C'est le 28 septembre. Le 28 septembre. Donc voilà, ne cancellez pas ça de vos agendas. Ne l'oubliez pas, ça serait fort dommage. En tout cas, on se réjouit de vous retrouver lundi prochain en live et dans 2 semaines pour se faire un petit Matrix. Regardez-le, vous avez le temps là. Si vous faites-vous... vous pouvez dire on se fait un Matrix, je fais mes devoirs, comme ça après je vais regarder Memento Mori. C'est une bonne, un bon prétexte. Parce que c'est vrai que la dernière fois on avait fait analyse de film, mais on n'avait pas dit à l'avance quel film, et c'est vrai que les gens ne l'avaient pas forcément vu. Ouais, c'est ça. Et c'est difficile d'analyser un film que... Exactement. Okay. Bon, la Matrix, je pense que la page. Tout le monde l'a à peu près vu, mais il faut le voir. Comme ça, on va se marrer ensuite en analysant ça. Préparez les pop-corn et le coca. Et on se dit à la semaine prochaine en live. Salut Raph. Salut Matt.